Bonjour à tous, bienvenue pour ce Facebook Live qui sera consacré dans le cadre de l'examen d'entrée au CRFPA au secret de l'épreuve de procédure. En effet, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser par rapport à l'épreuve de procédure, qu'il s'agisse ici de procédure pénale ou encore de la procédure civile ou encore de la procédure administrative. On va voir qu'avec l'arrêté de 2018, il y a également des évolutions qui ont eu lieu. Ces évolutions sont des évolutions qui sont notables et on va évoquer justement ces différentes spécificités qui ont trait à l'épreuve de procédure. Alors, parmi les différentes spécificités qui ont trait à l'épreuve de procédure, il y en a qui sont véritablement essentielles. Ces différentes spécificités ont trait donc à l'arrêté du 2 octobre. Alors, ce que je vous propose, c'est que tout au long de ce Facebook Live, je pourrais comme ça répondre aux différentes questions qui seront posées à partir de la page de Subbaro, sachant que l'idée de façon générale, c'est de pouvoir justement traiter de ces épreuves-là de façon globale pour inclure eh bien, justement les différentes spécificités qui ont trait à chacune des matières procédurales. Alors on sait que dans cet arrêté du 2 octobre 2018, d'ores et déjà, l'on a quand même ici une spécificité, quelque chose qui est un petit peu plus précis, qui nous est donné, qui nous est proposé justement dès l'article 1er de l'arrêté. Cette spécificité, c'est quoi? C'est qu'on vous dit qu'il y a une épreuve de procédure avec un ou plusieurs cas pratiques, ça a son importance, ainsi qu'une ou plusieurs consultations. Alors, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un cas pratique et une consultation, ce n'est pas le même exercice. Cas pratique et consultation sont deux aspects qui sont, on va dire, complètement même opposés. Même si la méthodologie globale est la même, il y a quand même un aspect qui est assez spécifique. Une consultation suppose de fournir une orientation juridique, c'est-à-dire de répondre à une question pratique, concrète, et de se mettre à la place d'une des parties. Dans la consultation, le premier exercice à effectuer, c'est notamment d'arriver à déterminer dans le cadre de la consultation pour qui l'on est conduit justement à intervenir. Dans l'autre aspect, c'est-à-dire le cas pratique, là, il faut avoir une vision qui est une vision plus objective. Une vision qui est plus objective et donc de répondre aux questions qui sont posées de façon, on va dire, relativement neutre. Bon. Bien évidemment, bonjour Nicodime, justement, de ce point de vue-là. Sur cette épreuve-là, en plus, autre spécificité, là on vous précise qu'il y a un ou plusieurs cas pratiques ou une ou plusieurs consultations. Ce n'est pas la même chose. On va voir également le type de cas pratique et de consultation qui est susceptible d'exister. Mais même en dehors de ça, l'autre aspect, c'est bien évidemment la durée de l'épreuve, à savoir une durée de 2 heures. Alors là, c'est quand même quelque chose de tout à fait spécifique. Pourquoi? Ce que l'on voit fréquemment, et avec l'habitude à Subbaro, justement, on peut auditer ce type d'hypothèse, c'est que sur les différents étudiants, parfois ils arrivent dans notre prépa en angoissant. Alors, on a, parmi les différents types d'angoisse, on a d'abord, premier type d'angoisse, on va dire sur le profil général des étudiants, surtout ceux qui ont comme option droit des affaires ou droit civil, ils vont angoisser sur l'épreuve de notes de synthèse. À l'inverse, les publicistes, les pénalistes, les internationalistes, eux, c'est plus le droit des obligations qui les angoisse. On voit qu'avec une préparation qui est une préparation approfondie, ces matières-là ne sont pas des matières finalement qui sont susceptibles ici de poser des difficultés. À l'inverse, l'épreuve de procédure est une épreuve qui est une épreuve plus délicate à appréhender. Pourquoi? Première chose, après bien évidemment tout va dépendre des étudiants en question, mais première chose, il arrive quand même assez fréquemment que l'étudiant n'ait jamais eu véritablement de cas pratique à effectuer en procédure en elle-même. Alors ça, c'est déjà un aspect qui est un aspect délicat dans la formation. Deuxième élément, c'est le format. 2 heures. 2 heures, ça va extrêmement vite. Alors ça va extrêmement vite, et de ce point de vue-là, on a quelques enseignements avec les deux sujets depuis que cette épreuve existe, les deux sujets annuels. On a également d'autres enseignements par le biais que parmi les différentes considérations qui existent sur l'examen, eh bien, on a bien évidemment le fait que dès avant l'existence de cet examen annuel, il y avait une épreuve similaire de cas pratique qui existait par exemple à l'ENM, qui permettait justement de cerner les différents points. Alors là, on va voir les différents types d'exercices qui sont susceptibles d'exister. Ces différents types d'exercices qui existent, ils sont très divers justement sur la consultation.
D'abord, première chose, sur les sujets et de l'avis unanime, hein, et quelle que soit la matière, hein, j'ai consulté un certain nombre d'intervenants, on ne peut pas dire que les sujets qui ont été jusqu'ici proposés soient des sujets difficiles. Ce que craignent les étudiants et ce que relèvent les intervenants, c'est de dire qu'il s'agit de sujets sur lesquels ce n'est certes pas difficile, mais que néanmoins on est sur des sujets qui sont considérés comme étant des sujets longs. Peut-être trop longs pour certains, mais en tout cas des sujets longs à traiter. Bon. La longueur du sujet est quelque chose à appréhender. D'un point de vue méthodologique, la longueur du sujet, c'est justement un des points essentiels, c'est-à-dire que concrètement, on ne peut pas faire véritablement de brouillon sur le sujet. Deuxième enseignement, par rapport à la longueur, l'idée est la suivante. La première lecture du sujet doit être déjà une lecture qui est une lecture utile. Et ça, tout va dépendre du sujet, de la façon dont on va le considérer. Le sujet, physiquement, il est appréhendé très rapidement. Dès que le sujet, la copie est distribuée, l'idée c'est d'essayer d'identifier la nature de l'exercice. Consultation au cas pratique, et ensuite d'appliquer le point. Soit il y a des questions qui sont posées. S'il y a des questions qui sont posées, de façon paradoxale, on va débuter par la lecture des questions, avant même l'énoncé. On lit les questions qui sont posées. Alors là-dessus, il y a différentes écoles, etc. Moi, je vous conseillerais un certain nombre de points, c'est-à-dire que d'office, je vais attribuer à une question une couleur particulière. Première question, je vais donner un coup de stabilo sur le chiffre 1. Deuxième question, un coup de stabilo d'une autre couleur sur le chiffre 2, et ainsi de suite. Et ensuite, je vais lire l'intégralité des développements. Et en lisant l'intégralité des développements, je vais utiliser la même couleur de stabilo pour justement identifier les différentes considérations qui vont m'être utiles à la résolution du cas. Ça, c'est le premier aspect, et l'aspect qui est un aspect essentiel. Pour ce faire ensuite, quand on a une lecture qui s'opère de cette façon-là, l'idée va être aussi de faire un fonctionnement qui va être différent selon la nature de l'exercice. Donc là, on le voit, si des questions sont posées, il faut identifier les questions, et donc on prendra dans l'énoncé simplement les éléments qui sont utiles, plutôt que de perdre du temps à lire globalement un énoncé dans lequel il y a des informations qui peut-être sont des informations que l'on va écarter. A l'inverse, ici, s'il n'y a pas de questions qui sont posées, il faut bien comprendre s'il s'agit d'un cas pratique, donc exposé objectif d'une situation juridique ou d'une consultation, et là il faut voir à la place de qui on se pose. C'est-à-dire que si on est par exemple en procédure pénale et que on est consulté par la défense, il n'existe plus là de présomption de régularité des actes accomplis. À l'inverse, il va falloir justement essayer de voir ce qui est susceptible d'avoir été commis de façon illégale. Donc ça, c'est un des points essentiels. Il faut bien identifier la nature de ce sujet. Ensuite, deuxième point qui est tout aussi essentiel, une fois que l'on commence à résoudre, il faut faire une analyse qui est une analyse par mots-clés. Une analyse par mots-clés, c'est finalement quelque chose d'assez cohérent. C'est-à-dire que quand on prend les différents sujets qui sont tombés jusqu'ici, procédure civile, procédure pénale, procédure administrative, on voit des sujets qui sont des sujets transversaux, qui abordent un grand nombre d'hypothèses. Bon. Première idée de façon générale, il est vrai qu'il y a une prise de risque inhérente au sujet. Lorsque le sujet ici est une consultation unique ou un cas pratique unique, ce que l'on va avoir, c'est la difficulté suivante, c'est-à-dire que si on se trompe au tout début, ça va avoir des répercussions jusqu'à la fin, et que les notes vont être soit très bonnes, soit catastrophiques. Quand on en a plusieurs, justement là c'est l'idée de pouvoir se raccrocher aux différentes étapes de la procédure pour marquer des paliers. Ce que j'entends par là, c'est que il faut un système de fonctionnement par mots-clés, mais aussi opter pour une structuration de l'exposé. Structurer l'exposé, c'est quoi? C'est un plan de présentation. Alors, on fonctionne par mots-clés, c'est-à-dire que dès la première lecture, on va relever un certain nombre d'éléments clés, de termes, et dans son analyse, là, il y a plusieurs techniques d'enseignement, bien évidemment, de la procédure. Parmi celles-ci, tous les intervenants en procédure vous ont dit ou vous diront que connaître des développements par cœur, c'est intéressant, mais le plus intéressant, c'est de comprendre le mode de fonctionnement. À titre préalable, ce qui est attendu du candidat, c'est bien évidemment de maîtriser son code. Alors, c'est pas simple, néanmoins, il reste suffisamment de temps aujourd'hui jusqu'à l'examen pour pouvoir appréhender de façon globale justement son code, de pouvoir le travailler de façon spécifique, et donc d'avancer de ce point de vue-là.
c'est-à-dire de venir et de bien comprendre les différents éléments. Alors bien évidemment, dans le code de la justice administrative, il n'y a pas tout. Le code de procédure pénale est mal fait. Il reste le code de procédure civile qui est assez bien fait. Mais l'idée de façon générale, c'est de pouvoir se familiariser avec votre code. De savoir à peu près à quel endroit on va trouver les différentes références. Et là, l'idée de façon générale, c'est la fixation du cadre juridique. Donc, on analyse le sujet avec un système de mots-clés. Et ce système de mots-clés doit correspondre ou renvoyer dans vos connaissances, non pas spécifiquement à des dates de jurisprudence, à des articles, mais plutôt à un plan. Un plan qui va être un plan de cours où vous vous dites, tiens, par exemple ici, j'ai à faire face à une assignation, ce qui va correspondre dans mon plan de cours à tel et tel élément, donc tel et tel article. Cette association d'idées va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Ensuite, une fois qu'on a l'association d'idées, bien évidemment, alors soit on écrit dans la marge, soit sur un brouillon très rapidement quelques idées forces qui vont vous permettre de savoir que pour la résolution de telle partie de l'énoncé, eh bien, il va falloir faire appel à telle ou telle connaissance ou à telle ou telle autre connaissance. Ça, c'est l'idée de façon générale à laquelle on doit parvenir. Ensuite, dans cette idée-là, une fois que l'on a commencé à avancer, vient immédiatement et très rapidement, et c'est vrai que c'est cela qui désoriente parfois, des questions qui sont des questions qui vont avoir trait à tout simplement le point de savoir à quel moment on va rédiger. Et là, je sais que c'est quelque chose qui est particulièrement délicat. Il faut quasiment commencer à rédiger tout de suite. La première lecture va s'accompagner d'un système de mots-clés et justement d'établir les connaissances qui vont être mobilisées pour résoudre l'énoncé. Mais par la suite, il va falloir très rapidement rédiger en jetant sur un brouillon eh bien, les différentes idées forces. C'est là où vient l'utilité d'un plan de présentation. Pourquoi ce plan de présentation? C'est paradoxal, je viens de vous dire que vous n'aviez pas suffisamment de temps pour faire un brouillon. Le plan de présentation va présenter un intérêt tout simplement pour vous permettre de présenter les différentes idées, donc finalement de ne rien oublier. Puis surtout, c'est par rapport au correcteur. Vous envoyez au correcteur un message qui est un message fort. Ce message qui est assez fort, c'est quoi? C'est que vous allez faire une présentation qui est une présentation claire, rigoureuse. Cette présentation claire et rigoureuse va lui permettre, lui, de se raccrocher au corrigé qu'il aura sous les yeux au moment où il vous corrigera. Il faut toujours avoir à l'esprit cet élément-là. Lorsque l'on rédige une copie, il faut penser au correcteur. Il faut lui faciliter sa tâche et aussi et surtout, il faut essayer de faire en sorte que sa copie sorte du lot par rapport aux autres copies. Ça, c'est un des aspects qui est un des aspects essentiels. Pour ce faire, quelqu'un qui adopterait un plan clair, un plan d'analyse, il ne s'agit pas ici de faire un plan en deux parties, de sous-parties, mais plutôt de suivre l'énoncé de façon globale, de lui donner de la clarté. Plus le plan est clair, plus vous pourrez appliquer avec facilité votre syllogisme. Et si vous vous trompez, le correcteur pourra se dire, bon, ok, il s'est trompé sur cette question, mais dès la prochaine question, il pourra justement se rattraper. Ce plan d'analyse va être un plan que vous allez adopter et qui va vous permettre de présenter justement les différentes connaissances. De ce point de vue-là, il faut essayer, autant que faire se peut, que votre copie soit le plus aérée possible. Vous avez 2 heures. 2 heures, justement, on consacre donc un premier temps à la lecture. Au bout d'à peu près un quart d'heure, ça y est, la phase de lecture, donc cette lecture approfondie avec ce système de mots-clés sera effectuée. Et immédiatement après, de basculer sur la rédaction du cas, sur sa résolution. Dans le cadre de sa résolution, le syllogisme il doit être le plus clair possible. Il faut fonder vos développements en droit, puis l'appliquer au cas d'espèce, et lorsqu'une jurisprudence de ce point de vue-là est une jurisprudence essentielle, d'essayer de le placer. Attention ici, bien évidemment, il peut survenir un certain nombre d'éléments. Vous le savez, le jour de l'examen, nous ne sommes pas tous égaux face au stress. On sait qu'avec une bonne préparation, certains ne vont perdre qu'une infime partie de leurs moyens. D'autres, par contre, nerveux, stressés, fatigués très certainement, risquent de perdre une grande partie de leurs moyens. Alors, de ce point de vue-là, ça pourrait faire l'objet justement d'un autre Facebook Live, mais de ce point de vue-là, l'idée va être d'essayer de faire en sorte d'avoir un certain nombre de garde-fous qui vous permettent de ne rien oublier. Le jour de l'examen, vous risquez d'oublier des dates de quelques jurisprudences. Il n'est pas possible d'envisager qu'on va vous noter ou vous retirer un nombre maximal de points tout simplement parce que vous auriez oublié ça
ou là, de citer une jurisprudence. N'hésitez pas dans ce cas-là d'évoquer une jurisprudence constante du Conseil d'État, de la Cour de cassation, pour justifier vos propos si vous ne retrouvez pas la date. Bien évidemment, n'inventez pas non plus de décision. Si vous ne retrouvez pas l'arrêt dans le code, c'est pas non plus quelque chose qui est absolument dramatique. Au contraire, vaut mieux avoir ici un raisonnement qui est un raisonnement infiniment clair, se fondant sur vos connaissances, plutôt qu'un raisonnement un petit peu farfelu, où vous allez chercher une jurisprudence que vous ne trouverez jamais. Donc, je vous incite tout particulièrement à faire ce travail-là, et pourquoi pas, dans vos préparations de l'examen, de réfléchir aux différentes jurisprudences à retenir. Il n'y a pas énormément de jurisprudence à retenir dans les différentes matières procédurales. Il y en a quelques-unes. Bien évidemment, en droit public, généralement, on évoque le fait qu'il y a plus de jurisprudence, mais il ne s'agit pas de venir et d'évoquer des difficultés lorsque celles-ci n'existent pas. Ensuite, sur la résolution. Vous avez 2 heures, ça signifie que vous avez nécessairement un certain nombre de questions envisagées. Ne développez pas des analyses qui sont des analyses qui supposeraient qu'il y ait des conditions supplémentaires qui vous soient posées. Ce que j'entends par là, c'est qu'il va falloir aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel, c'est tout simplement essayer de faire en sorte que vous puissiez, à partir de vos développements, résoudre justement le cas qui vous est proposé sans avoir à rajouter des éléments. C'est-à-dire que vous allez présumer un certain nombre d'éléments. Par exemple, dans une procédure, on va présumer que les personnes auxquelles vous avez face ont la capacité pour agir, tout simplement. Sauf si, bien évidemment, il y a des développements qui sont des développements contraires. On va présumer aussi qu'il n'existe pas d'éléments d'extranéité qui pourraient fausser l'existence d'un cas de compétence. Voilà ces différentes données essentielles. Par la suite, sur la rédaction, il faut être le plus rigoureux possible. Songez que, dans un certain nombre d'IEJ, le correcteur ou les correcteurs sur l'épreuve de procédure vont être davantage des praticiens que des universitaires. Ce n'est pas le cas partout, il faut voir ça d'IEJ à IEJ. Si on a à faire face des praticiens, il faut que véritablement tout soit clairement identifié. Le fondement juridique, l'analyse en fait et la conclusion. Il faut toujours tirer une conclusion des différents développements et faire d'ailleurs une conclusion terminale à la fin. Voilà pour ces différentes exigences. Et puis, bien évidemment, il va falloir se garder du temps sur la fin pour pouvoir se relire et, le cas échéant, arriver et parvenir à faire en sorte d'éliminer un maximum de scories des différents développements. Bon, ça, c'est de façon générale. Le dernier secret par rapport à la procédure, c'est un secret qui est tout simplement le fait qu'il faut être très à jour de ses connaissances. Ce que j'entends par là, c'est que au cours de l'année, nous avons eu une loi, notamment cette loi du 23 mars dont on parle beaucoup, qui a modifié beaucoup de choses, certes en procédure pénale et en procédure civile essentiellement, mais ça a modifié beaucoup d'éléments. Il faut être très attentif à cela. Si on a une réforme dans l'année, il se peut que cette réforme ait des questions qui puissent poser dessus. Il se peut aussi qu'on se retrouve dans une situation dans laquelle il y a une discussion autour de l'application dans le temps de la réforme à proprement parler. Ça, c'est l'idée de façon générale. Bon. Il faut essayer aussi véritablement d'être le plus attentif le plus longtemps possible. L'épreuve de procédure dans le calendrier qui est proposé, c'est une épreuve qui vient sur la fin des épreuves d'admissibilité. Partant de là, il va falloir essayer de faire en sorte que le jour de la procédure, vous soyez encore relativement en forme. Ce que j'entends par là, c'est que la note de synthèse étant intervenue, l'épreuve de droit des obligations et de spécialité étant intervenue, le plus souvent, dans l'extrême majorité des cas, tout n'est pas joué. Il reste quelques points soit rattrapés, soit encore à avoir pour être admissible, ce qui doit être l'objectif. L'épreuve de procédure, elle vous permet de sortir du lot. L'épreuve de procédure, telle qu'elle est ainsi conçue, comme je disais, pas très difficile, il faut s'exercer et s'exercer et s'exercer encore pour parvenir à la résoudre. Alors, si vous avez fait beaucoup d'entraînement, c'est quelque chose qui est tout à fait positif. Quand bien même ces entraînements vous ont conduit à avoir pas nécessairement des bonnes notes. À ce titre-là, surtout sur les épreuves de procédure, conservez les différentes copies d'entraînement. Reprenez ces différentes copies. Lorsqu'on a une mauvaise note, il faut savoir analyser cette note. Soit la méthode de la consultation du cas pratique de procédure n'est pas assimilée, auquel cas ça suppose un travail supplémentaire, soit
Le fait d'avoir une mauvaise note montre que vous avez eu sur tel thème ou tel autre thème des lacunes. Néanmoins, et de façon globale, essayez de retenir cet élément-là. Ce que l'on voit dans les annales, c'est surtout des sujets qui sont des sujets transversaux. Des sujets transversaux qui vont supposer chez vous d'avoir des connaissances qui sont transversales. Attention, en procédure plus qu'ailleurs, ne vous perdez pas dans le par cœur. L'idée, de façon générale, c'est bien évidemment d'essayer de faire en sorte d'avoir un raisonnement qui est un raisonnement cohérent, qui repose sur une compréhension globale de la matière, plutôt que le fait de retranscrire précisément des dates de jurisprudence. Ça, c'est véritablement les aspects essentiels. Alors, bien évidemment, on pourrait passer de nombreux moments là-dessus, mais l'idée, de façon générale, c'est simplement de vous dire que cette épreuve de procédure, elle permet de réussir son admissibilité, le cas échéant, ou de faire en sorte de ne pas tout gâcher le jour J par rapport à cette épreuve en elle-même. Elle a une structure, une façon d'être conçue différente des autres. Il faut aller vite, il faut que l'analyse soit bonne, et il faut être encore plus rigoureux en termes de raisonnement juridique. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à michael, mikael@subaro.fr. Je me tiendrai, justement, je ferai en sorte de pouvoir répondre à toutes vos questions par rapport à cette épreuve-là, qui est une épreuve spécifique, mais attention, une nouvelle fois, à appréhender de façon globale. L'idée, c'est de pouvoir s'entraîner régulièrement. Et surtout, le meilleur des conseils, c'est de vous familiariser avec vos codes respectifs en la matière. Baladez-vous avec, allez voir ces différents éléments. Enfin, tout dernier conseil, qui est un conseil de façon générale. La meilleure façon de voir l'intérêt de la procédure, la meilleure façon, c'est d'aller assister à des audiences. Les audiences sont publiques, il reste un peu de temps avant l'examen. Aller assister à des audiences, ça va vous permettre de renforcer ces différents points. Dans le cadre de Subaro, par exemple, on a un module qui permet aux étudiants d'aller assister à des audiences et d'être débriefés par la suite par des avocats. C'est très utile. Par exemple, en matière de comparution immédiate, pour expliquer que comparution immédiate, en cours, c'est insupportable à faire. Par contre, assister à une comparution immédiate, il n'y a rien de plus intéressant en la matière. Donc ça, c'est tout à fait paradoxal. Pareil, en matière de procédure civile, aller quelques jours, justement, assister à quelques audiences de référé, ça vous permettra justement de jauger ce qu'est l'urgence, comment ça va être caractérisé, et ainsi de suite. Ou encore les aspects qui ont trait au contradictoire. De même pour des décisions qui vont être devant les juridictions administratives. Voici mes différents conseils, qui sont bien évidemment des conseils généraux donnés par rapport à cette épreuve-là. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, à vous dire qu'il vous reste encore du temps pour vous préparer, et à vous souhaiter bon courage pour la suite. Je vous remercie à tous. Au revoir.